Coucou, me voilà ici avec vous dans cette petite ambiance un peu multicolore. C'est qu'en fait j'ai décidé de faire une conclusion à ma longue aventure avec les danses. Voilà, donc on va parler évidemment des danses espagnoles, contemporaines. Qu'est-ce qu'on a? On a le paso doble. On a ensuite le zouk, évidemment, les dom-toms, l'outre-mer. Donc ça, la country, j'en parlerai bien sûr pour le Super Bowl. Le boléro, un peu de classique. Évidemment, ça c'est un peu technique. J'avais dit que j'allais donc faire un petit medley. Voilà, et qu'ensuite, bien sûr, quand il y aura le retour de Danse avec les stars, on parlera des danses que j'ai pas eu le temps de vous parler. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible à l'essentiel. On va commencer bien sûr par une danse qui est très compliquée à comprendre. Alors pour ça, évidemment, on va mettre... non, voilà, on va revenir au classique. Voilà. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Allez. Voilà. Alors, la danse contemporaine. La contemporaine, je me rapproche de vous. La danse contemporaine est née en Europe et aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Elle fait suite à la danse moderne et débute pour certains avec les courants postmodernistes. Voilà. Ouais, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi j'ai un gilet jaune. Voilà. Je ne vais pas trop en parler de ce gilet jaune, mais voilà, c'est mon petit costume d'actualité du jour. Voilà, même si je ne fais pas la grève. Voilà. Après, je ferai peut-être une vidéo à part pour avoir mon point de vue sur l'actu. Mais pour le moment, je finis mon feuilleton danse. Donc, finalement, on va rester classique. Voilà, un bon vieux pull classique. On reviendra au gilet tout à l'heure. Si tout art est contemporain, donc actuel, pour celui qui le vit à son époque, l'expression danse contemporaine a recouvert diverses techniques et esthétiques apparues au cours du XXe siècle. Il est admis dans des limites d'après 1960 à travers deux importantes figures que sont les chorégraphes américains, mais surtout de ses prolongements et des travaux de leurs élèves. Ainsi en France, dans les années 70, ça s'est développé. La nouvelle danse française sous l'impulsion notamment d'Alwin Nicolais, qui crée le Centre national de danse contemporaine. Et en Allemagne, qui se développe évidemment la danse-théâtre avec les travaux de Pina Bausch au sein de sa compagnie, qui deviendra à son tour une référence de la danse contemporaine. Voilà. Contrairement à la musique contemporaine, qui reconnaît comme contemporaine toute œuvre écrite au cours des 50 dernières années, la danse contemporaine n'a pas de limite temporelle aussi précise et ne se reconnaît comme telle à travers les créateurs qui s'en revendiquent. Elle est avant tout affaire de génération et ouvre sur la volonté de se nommer, de même tantôt selon les filiations, tantôt selon les ruptures, toujours
toujours ou presque en fonction... Voilà, donc voilà, c'est un peu c'est aussi compliqué que de la comprendre, la danse contemporaine. Alors, allons à l'essentiel avec donc d'abord les techniques de la danse contemporaine. Les différentes techniques de la danse contemporaine ont en commun une certaine recherche dans la liberté du mouvement et du corps, ainsi que des interactions avec d'autres arts, le théâtre, la vidéo, la littérature, les arts plastiques, etc., et des formes scéniques comme l'ouverture vers des lieux publics et la cité en général. Voilà, il n'y a pas vraiment de définition extrêmement précise. Voilà, donc j'essaie de vous raconter un peu l'histoire, mais évidemment, voilà, il y a aussi toute une liste de personnalités historiques marquant évidemment de ce côté danse contemporaine. Alors je vais essayer d'en trouver un qui me dit quelque chose. Si j'en trouve un, surtout si j'en trouve un pas mal. Je cherche encore. Ah, Philippe de Coufflet. Voilà, Philippe de Coufflet, danse contemporaine. L'ancienne génération, donc dans la nouvelle génération, la New Regeneration. Voilà. On peut également danser la danse contemporaine au Japon et en Afrique. Voilà, bon, on va pas aller bien loin là-dessus. Allez, on finira évidemment par le côté festif espagnol. On va aller vers... Allez, on va aller plutôt vers le boléro. Tiens, le boléro. Le fameux boléro de Ravel, que tout le monde connaît. Mais en fait, la danse, qui s'intitule le boléro, est une danse de bal et de théâtre. À 3 temps, apparue en Espagne au XVIIIe siècle. En 1780, le maître à danser de Charles III le codifie et lui donne ses lettres de noblesse à la scène, participant ainsi à la naissance de la danse académique espagnole, la escuela bolera, l'école bolera. La vogue du boléro devient telle qu'en 1795, Juan Jacinto Rodríguez de Calderón, heureusement que j'ai pris espagnol en deuxième langue, donc Rodríguez de Calderón rédige la Bolerologia au cuadro de las escuelas del baile bolero, tales cuales eran en 1714. Ouais, ok, au niveau des chiffres espagnols, 1194 et 1195, en la Corte de España. En fait, l'origine étymologique du mot boléro reste incertaine, pour certains. Le mot fait référence au chapeau, ou au gilet, ouais, pas le gilet jaune, au gilet que portaient les Andalous. Voilà. Et pour d'autres, il désigne la danse de bolas, le danseur de bolas, le danseur de boule. Mais l'origine la plus vraisemblable paraît être le surnom de Vorero, le danseur volant, qu'on donnait à Sébastien Cerezo. Et le boléro a été utilisé en 1937 par Django Reinhardt dans sa fameuse pièce intitulée Boléro. Cette composition a été inspirée par celui de Ravel. Voilà, par exemple, voilà, tu as plein de genres musicaux. Donc, voilà, le boléro en la mineur pour piano, opus 19 de Frédéric Chopin, 1833. Berlioz, évidemment, le boléro pour chant et piano ou chant et orchestre d'Hector Berlioz en 1845.
Il y a aussi donc du Rossini, il y a du Tchaïkovski, et dernièrement donc le fameux boléro de Ravel et le boléro de Mikhail Glinka pour voix et piano. Alors, le boléro de Ravel par Frank Zapata, ça c'est du côté musique populaire. Voilà, Jeff Beck, évidemment, le boléro Beck Boléro. Gilbert Bécaud, bien sûr, et maintenant, que vais-je faire? De tout ce temps que sera ma vie. Voilà, entre autres. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres Ah oui, il y a aussi une chanson qui paraît être un boléro. C'est la chanson de Dave en 2001. Je vois ça d'ici. C'est le titre de la chanson de Dave. Je vois ça d'ici. Sorti en 2001. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah oui, il y a aussi un boléro de la part du groupe Picchi Martini. Voilà. Et une version vocale par le groupe vocal Les Prêtres. Aussi. Tout ça autour du boléro. Ouf, on passe vite d'une type de danse à une autre. Alors, le J. Ah oui, je l'avais caché derrière. La valse. Donc, J. Alors, c'est quoi? J'ai Java Jive. Ok, les deux J. Je les ai ici. Alors, donc on va être un peu dans la même époque que le boléro. On va plutôt parler de valse. 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 Ensuite, on enchaînera avec le passo doble. On finira évidemment avec la sévillane et le flamenco. Alors, continuons avec la valse. Donc, la valse. Alors, populaire, donc, bien sûr, la très populaire valse est une danse généralement écrite sur une mesure à 3/4. Voilà, donc ça, c'est un peu technique. Voilà, c'est un rythme cadençant. Voilà, son fameux rythme trinaire est dans laquelle le couple enlacé se déplace sur la piste en tournant sur lui-même. La valse, ça vient en fait de l'allemand. Voilà, le mot valse vient de l'allemand Walzer. Ça doit se prononcer comme ça, Walzer, qui signifie tourner en rond. Walzer. La valse a gagné ses lettres de noblesse. Tu vois, je peux le faire aussi avec mon tabouret. Voilà, une valse. Alors, certaines supposent que la valse a pour origine des danses populaires en Allemagne. J'arrête de tourner parce que ça, je vais le tourner. Ou en Autriche. Certaines valses remontent jusqu'au XIVe siècle. C'est en Haute-Bavière, au Tyrol ou en Haute-Carniole que la valse traditionnelle est jouée. Aussi en Suisse alémanique. Elles se sont développées en opposition aux danses de cour, dansées en Autriche ou dans les principautés allemandes. C'est bien pratique de lire de dos. Ces danses de cour, telles que le menuet, étaient très formelles sous l'influence de la cour française de Versailles. Il y avait donc une grosse différence entre ces danses de cour, rigides et dansées en ligne, et ces danses populaires à 3 temps, en couple, fermées en rotation. La valse aurait aussi été influencée par la volte. La volte. Dans tout le temps que je fais pour faire le tour. La volte, où est-ce que j'en ai... Voilà, je l'ai perdu. Voilà, la volte, la danse de bal à 3 temps pratiquée au XVIe siècle, apparentée à celle de la gaillarde.
Voilà, voilà, voilà. C'est le roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, 1774, qui présente une scène de bal avec Valls et qui a assuré sa promotion définitive. Mais en fait, je pose mes feuilles, mais c'est la Révolution française qui a assuré le déclin de ces danses de cour et la pratique courante de la valse. Les premières utilisations du parquet, de danse avec les stars, non, je rigole, et des chaussures de cuir ont permis à passer des pas sautés aux pas glissés. Le parquet, c'est lisse. Avant, c'est pas lisse. Voilà. À compter de 1840, les danses de salon se sont nettement séparées des danses de ballet. Les professeurs de danse ont notamment commencé à les enseigner séparément et la profession de maître de danse de salon est apparue. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, des compositeurs ont écrit des morceaux de valse relevant de la musique pure. Voilà. Entre autres, le plus célèbre, c'est le Bonanube bleu. Voilà. La valse a été longtemps considérée comme inconvenante du fait de se retrouver en couple, fermé, c'est-à-dire l'homme face à la femme et non pas à côté, comme dans les danses bien séantes, telles que la gavotte ou le menuet. Le chevalier de Ségur disait en parlant d'une jeune fille, elle a son pucelage, moi, la valse. Voilà. Après, bien sûr, voilà, pour être plus précis, il y a une histoire de valse à droite et de valse à gauche. Aucun rapport avec un homme politique très connu. Où est-ce que je veux dire? Voilà, donc juste pour vous dire, bien sûr, voilà, qu'on peut danser la valse à droite, donc le couple danse dans le sens des aiguilles d'une montre, ou la valse à gauche. Et donc la valse à droite, évidemment, est également appelée tour à droite. Voilà, le tour à droite est plus facile à pratiquer que le tour à gauche. Pour les raisons suivantes. Le danseur qui guide le couple avec son bassin, mais aussi avec son bras, la majorité des personnes étant droitières, il a été convenu que le danseur enlace la danseuse avec son bras droit dans le dos pour la guider. Dès lors, il est plus facile au danseur de se faire pivoter le couple vers la droite dans un mouvement de déroulé, alors qu'un pivot vers la gauche nécessite un mouvement d'enroulé où le corps des deux danseurs sont un obstacle. Bon, toutefois, et bien qu'il s'agisse de la forme la plus courante, le tour de valse n'est pas la seule existante. Il est possible de trouver dans certaines valses chorégraphiées des formes telles que des grands jetés ou des passages de la danseuse sous le bras du danseur, les fameuses Véroniques, ou encore des sauts. Voilà. Après, vous le savez, il y a les fameuses valses viennoises, évidemment. Valses viennoises, comme par exemple Johann Strauss, la dynastie des Strauss. Voilà, il y a aussi voilà, donc voilà, les valses de Strauss, faut bien le prononcer, le Strauss. La forme la plus aboutie, bien sûr, de la valse musette, c'est la toupie. Il y a la valse tango, il y a la valse chaloupée, la valse écossaise, la valse péruvienne, la valse qui s'appelle la valse hésitation, j'ai pas d'explication. Voilà, il y a aussi les valses à 3 temps, les valses à 5 temps, les valses à 8 temps, les valses à 11 temps. Voilà, et les autres danses qui sont bien sûr apparentées à la valse, c'est bien sûr la mazurka ou la redova. Donc les compositeurs, tu as du Chopin, du Brahms, du Franz Liszt, Maurice Ravel, voilà, le père Strauss, le fils Strauss, Piotr Ilyich Tchaïkovski, Jan Tiersen aussi, bien sûr, entre autres.
J'ai presque tout dit. J'ai presque tout dit sur la valse. Allez hop, on passe la valse. Et on arrive donc au paso doble. Le paso doble est de l'espagnol, évidemment. Le paso doble, donc il y a le mot paso, qui veut dire pas, et doble, qui veut dire double. Voilà, ça devient à la mode dans les années 20. En France, bien sûr. Dans le contexte des fameuses corridas d'Espagne. Voilà. Après, on fera un lien avec les danses espagnoles, flamenco et la sévillane. Alors, paso doble, donc on continue. Donc, le paso doble, c'est d'inspiration militaire, en fait. Ben oui. Voilà, c'est qu'en fait, donc en fait, le paso doble est à l'origine d'une marche militaire. La marche a donné naissance à un genre de musique vocale et instrumentale. Voilà, c'est bien sûr un genre de musique purement instrumentale joué lors des corridas, ainsi qu'à une danse de salon et une danse sportive. Voilà. Et alors donc, ce qui est bien sûr de la marche militaire, donc ça apparaît en Espagne à la fin du 15, 16, 17, 18e siècle et devient à la mode dans les années 20, notamment en France. C'est dans un contexte donc des corridas d'Espagne qu'il faut situer les origines du paso doble. L'entrée des toreros dans l'arène était accompagnée d'une musique au rythme marqué et au rythme martial, inspiré des marches militaires. Et au début du 19e siècle, une danse se développe sur cette musique et dans cet esprit de corrida. Ça veut dire la lutte entre l'homme et le taureau. Le paso doble passe rapidement les Pyrénées pour se développer et prendre tout son essor dans le sud de la France, d'où il conquiert le reste du pays. C'est pour cette double raison que de nombreuses figures de base du paso doble portent des noms français. Voilà. Il y a le surplace, le 8, la cape, etc. Ce n'est qu'un peu plus tard que la codification du paso doble est internationalisée par les Anglais. C'est cette codification qui est utilisée dans le cadre des compétitions de danse sportive. Alors, la musique pour danser à paso doble, qui sert de base au paso doble, est martiale. Elle est toujours de rythme binaire à 2 quarts et de 60 à 62 battements à la minute au métronome. Évidemment, c'est, je rappelle bien sûr, né dans les arènes taurines et est notamment joué bien sûr pour les corridas, les fameuses... voilà. Voilà, la structure musicale, vous regardez ça sur Wikipédia, la structure musicale du paso doble. Le morceau qui contient toujours 3 points forts. La musique contient une section... Ok, d'accord, ça c'est encore technique. Le morceau contient également quelques sections de style flamenco, durant lesquelles les danseurs peuvent interpréter une mini chorégraphie de flamenco. Voilà, c'est l'une des danses les plus simples à apprendre au départ, le paso doble. Le pas de base est en effet un pas de marche. Le danseur avance du pied droit, la danseuse recule du pied gauche. La tenue du couple est classique, mais il faut ensuite, pour adopter le style typique du paso, se souvenir que le danseur y joue le rôle du torero et la femme, c'est de la muelta. C'est pour cela que l'habit de lumière et l'attitude macho correspondant bien au cavalier et la robe rouge et l'attitude provocante de la cavalière. La scène finale du film Ballroom Dancing qui symbolise bien cet état de fait. L'ensemble de la danse consiste donc en un jeu entre le danseur et la danseuse, bien sûr, le taureau de combat imaginaire. Le paso doble fait partie des danses de compétition dans la catégorie des danses latines. À ce titre, chacun est libre d'ajouter ses propres figures aux figures recensées. Il se danse en avançant la pointe du pied lors d'un nouveau pas.
C'est une des rares danses où l'on peut marquer le pas selon le rythme musical. À l'inverse de la basse, où le pas est glissé, ou le tango, c'est un pas simplement marché. Les danseurs se font face pour le pas de basse, en position fermée. Le danseur met sa main droite dans le dos de sa partenaire et ouvre son bras gauche. La main gauche à la hauteur des yeux de celle-ci, la danseuse pose sa main gauche sur l'épaule droite de son partenaire et sa main droite dans la main gauche de celui-ci. Le bras gauche du cavalier fait un angle marqué au niveau du coude, de même que le bras droit de la cavalière. À vous de faire un peu le schéma. Donc il y a bien sûr les fameux pas. Les pas, donc, c'est ça, les principales figures, donc. Les principales figures, donc il y a bien sûr la cape, la figure la plus typique du passo doble, à la fin duquel le couple lève le bras arrière comme pour piquer le taureau. Voilà. Il y a aussi le petit cheval. Voilà, le petit cheval, donc un des figures du passo doble. Alors le petit cheval, c'est le danseur qui fait tourner de sa main gauche, lever la danseuse autour de lui. Le petit cheval. C'est une image. C'est une image. Le petit cheval, donc ça. Ensuite, il y a le mouvement qui s'appelle le tour du monde, où le danseur fait tourner la danseuse autour de lui. Les fameuses banderilles. Voilà, etc., etc., etc. Voilà. Donc après, c'est un peu technique, mais ça suffit pour le passo doble. Voilà, il faut que j'ai le temps de parler de toutes ces danses. Donc on finira évidemment avec le zouk et les 2J. On va plutôt passer maintenant au flamenco, bien sûr. Ouais, c'est quand même le flamenco, il y a quand même un gros dossier à faire. Je le ferai à part. On le fera pour... je le garde pour la Vuelta. Pour le Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne, il y aura donc le fil rouge sur la danse, la célèbre danse espagnole. Donc le flamenco, ça sera pour la Vuelta. Au mois de septembre, ça sera bien sûr au tout début de la saison de danse avec les stars. Mais on va quand même parler d'une danse espagnole, bien sûr, qui est peut-être... qui se cache derrière le flamenco, la fameuse danse, la sevillane. La sevillana. Originaire de Séville, donc c'est tout à fait logique. Ça se danse à deux, à un ou plusieurs couples, en cercle ou même en groupe. Cette danse peut traduire à la fois l'approche, l'affrontement, la fuite et l'amour. Elle est exécutée sur une mélodie chantée. Cette danse est très populaire en Espagne. Elle a été créée vers le XVIe siècle et même XVIIe siècle. La sévillane est très gracieuse, festive et rythmée. Dans la sévillane, c'est le rythme de la musique qui commande, et les danseurs et danseuses le suivent. Les origines de la sévillane demeurent assez obscures. La sévillane est la danse traditionnelle folklorique de Séville, mais comme c'est également un berceau du flamenco, les deux sont mélangés depuis longtemps. Toutefois, des influences se devinent, telles que la danse orientale, entre autres. Dès le XVIIe siècle apparaît une forme de danse dérivée de la chanson, de la chacona et de la zarabanda des XVe et XVIe siècles. Très populaire à travers toute l'Espagne, la seguidilla en Andalousie. Elle prend le nom de seguidilla sevillana, puis simplement sévillane.
Actuellement, elle peut se danser lors de ferias et romerias en Espagne. À Séville, à Jerez et à Barcelone. Mais également dans le sud de la France. Arles, Nîmes, Moguio, Béziers. Dans des casetas réservées ou non à cet effet, et là on les tente. Elle peut aussi se danser ailleurs, comme à Paris. Ces soirées sont ouvertes à tous et permettent à des débutants de s'entraîner. Aucun niveau particulier n'est demandé. Non, la sévillane se danse à 2, à 4, ou en cercle, c'est bien de le rappeler, ou même, quelquefois, à 3. Elle peut se danser entre hommes ou femmes, ou entre danseurs et danseuses aussi, du même sexe. De nombreux cours de sévillane se donnent à Paris et dans plusieurs grandes ou moyennes villes. En général, la chorégraphie s'apprend en 3 ou 4 mois. C'est pas en jour, c'est en mois. À raison d'un cours par semaine, la suite étant une question d'entraînement et de pratique régulière. Voilà, on va pas trop s'éterniser sur cette danse. Voilà, chaque sévillane a une chorégraphie différente, de la plus simple à la plus difficile. Elles ont le nom de leur position chronologique. Voilà. Une légende veut attribuer à chacune des parties de cette danse une connotation romantique. La rencontre, la séduction, la dispute et la réconciliation. S'il y a 4 danses dans une sevillana, il y a aussi 4 raisons qui neutralisent cette pseudo-légende qui n'est répandue du reste parmi les danseurs d'autres régions que celle du berceau de la danse. Les couplets des 4 sévillanes étaient au nombre de 7. 4 pour la danse populaire et 3 pour la danse boléra. Les couplets des premières sévillanes étaient écrits individuellement et traités de sujets très différents les uns des autres. Ils étaient rassemblés par 4 pour pouvoir danser. Il faut attendre les compositeurs modernes pour trouver des sévillanes écrites avec un thème unique. Il n'existe pas apparemment de sévillanes composées de couplets traitant de ces 4 thèmes dans cet ordre. Une grande partie des sévillanes est appelée... Ok. Voilà. Passons plutôt au style. Il est important de rejeter son buste en arrière. Il est important de rejeter son buste en arrière, d'élever et d'arrondir les bras et de tourner les paumes des mains vers l'extérieur. Les postures de la sévillane sont proches de celles du flamenco. La sévillane est la danse même de la séduction. Les partenaires avancent l'un vers l'autre, se dérobent, se rapprochent. Ensuite, les jupes et robes sont partie prenante de la danse. Les corps se frôlent, ne se rencontrent pas ou très peu. Ce sont les yeux qui jouent, les regards plantés l'un dans l'autre. Cette représentation a été notamment mise en exergue par Carlos Saura dans ses films, et en particulier Sevillanas, sorti en 92. De même, il a fait connaître au grand public les danses du flamenco dans ses films Flamenco en 95 et Flamenco en 2010. C'est ce que vous avez dit. Voilà, je voulais savoir quelques noms de danseurs et de chanteuses ou groupes de flamenco. Allez sur Wikipédia. Ok. On continue. Allez, on va juste finir. On finit avec les 3 dernières danses. On va continuer, bien sûr. On compare, bien sûr, du flamenco au zouk. Le zouk, ça attendra l'été. Le zouk attendra l'été. Voilà. L'été, le zouk. Ensuite, après l'été, ça sera
le flamenco. Non, on va plutôt se terminer par ces deux danses. J'ai la java d'un côté et le jive de l'autre. Java, jive. Dans l'ordre alphabétique, on commence tout d'abord par la java, qui n'est pas de Broadway, mais peut-être qu'il va y avoir des explications. La java est une danse de bal musette d'origine populaire. Elle est apparue dans les années 10 à Paris, devenue très appréciée et pratiquée dans les bals musettes parisiens au début des années 20. Alors, selon le dictionnaire étymologique du français, le mot est dérivé du nom de l'île de Java. Voilà. Le mot s'est répandu dans l'usage populaire dans le sens... Voilà, une astuce, voilà. Tu vas à Java? Bah oui, non, ouais, je suis à Java. Que tu vas faire? Bah je vais danser à Java. La Java, c'est une dérivée de la mazurka italienne. Elle s'est développée dans les milieux très populaires par réaction contre le formalisme de la valse. En recherchant une danse plus simple, plus sensuelle, mais aussi nécessitant moins de place dans les dancings encombrés, c'est une valse rapide qui se danse à petits pas. Désolé, c'est la sauce de la langue. Voilà. Alors, c'est donc petit pas de manière très rapprochée avec un mouvement très typique du bassin. Les rythmes de croche pointée, double et les triolets sont caractéristiques de cette danse dont les temps, notamment le premier, sont très marqués. La java se danse avec des petits pas à 3 temps, non pas tournés comme dans la valse, mais dandinés. La danse met souvent les mains sur les fesses. Le danseur met souvent les mains sur les fesses de la danseuse, qui elle-même accroche ses mains autour du cou du danseur. Cette attitude a apparu indécente. Ah oui, les mains aux fesses. A apparu indécente et parfois conduit à l'interdiction de la java. Dans certains milieux, la java comporte une figure tout à fait originale, le fameux déroulé. Le couple est en position fermée, mais les partenaires se tiennent avec leurs bras dans le dos et sur un côté, par exemple, le garçon met ses bras dans son dos vers sa droite, mais la fille dans son dos vers sa gauche. Lors d'une phase musicale forte, le couple pivote sur lui-même. Le garçon se retrouve... Et le garçon se retrouve sur les bras, avec les bras sur sa droite. Et la fille, ses bras sur sa gauche. Faites le calcul. Cette forme nécessite de soigner la position de départ. Le garçon doit mettre son bras au-dessus du bras gauche. En effet, en cas de position inverse, les bras se croisent lors du pivot, qui devient impossible. J'espère que ça a été clair, hein? Voilà. Hop, c'est rapide. C'est parti. On était avec la java, on passe tout de suite du java au jive. Là, le jive, j'ai juste une feuille. Une feuille recto verso. Voilà, pour l'histoire du jive, alors le jive est une danse souvent dansée en compétition. Elle fait partie des 5 danses latines des compétitions de danse sportive de style international. Dans le style américain des danses de salon, l'American Smith Rhythm, le jive est remplacé par le fameux East Coast Swing. Alors, le jive, en fait, est un descendant du Lindy Hop. Elle est devenue populaire en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale par la musique swing de Benny Goodman, Artie Shaw, c'est pas le légume, et Tommy Dorsey et Glenn Miller, ce après avoir d'abord conquis l'Ouest, puis les médias nord-américains en 1940, sous le nom de Jitterbug. Pardon. Le boogie et le rock'n'roll ont aussi influencé cette danse qui est très rapide. Elle a été adoptée dans les compétitions internationales en 1968. Voilà, je commence à... on va essayer de finir. Le jive est dansé dans un ton... Ok, d'accord, c'est un peu technique. Voilà.
On finit avec bien sûr le style et les figures. Généralement, très appréciée des compétiteurs, cette danse leur demande toutefois une énergie particulière, dans la mesure où danser sur un rythme rapide et reposant sur des jeux de jambes aussi fatigants, elle clôture généralement les compétitions de danse latine. Dans le contexte des compétitions, les danses doivent prouver qu'après 4 danses, ils sont encore capables d'efforts physiques intenses. Voilà, c'est bien de finir par du jive. Eh ben, j'ai fini ma vidéo. J'ai fini tout ce petit diaporama, ce premier gros diaporama de danse par ces danses diverses et variées, latines et soi-disant en lien l'une avec les autres. C'était tout simplement une belle saga. Voilà, en 2-3 épisodes, j'ai un peu fait le tour voilà, de ce que j'ai pu sélectionner, quelques danses, pour commencer l'année en beauté, bien sûr. Voilà, donc maintenant il faudra attendre d'autres danses pour la fin de l'année, évidemment avec le flamenco, le zouk, ou d'autres encore, mais ça, vous le découvrirez un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, bon, finalement, j'ai pas trop le temps de parler d'actu. Hein, voilà, le gilet jaune, vous avez compris, l'actualité, voilà, etc. Voilà, je ferai une vidéo à part là-dessus. Évidemment, j'en ai un peu parlé. Là, j'en parle un petit peu moins. Voilà, je continue donc pour conclure cette vidéo en disant que la prochaine fois, donc, on va changer d'histoire. Voilà. On va laisser tomber les danses. On va passer à autre chose. Pour ce mois de février, voilà, j'essaierai de trouver des thèmes pour le mois de février. Un thème très, très spécial. Voilà, c'est tout à l'impro. J'ai pas de cahier, j'ai pas pris de notes. Je fais tout à l'instinct. Voilà. Évidemment, je cachais tout mon bazar derrière cette magnifique voile verte. Voilà, le fond vert que normalement on doit utiliser pour faire des incrustes. Moi, je mets ça pour cacher mon zouk. Non, pas aucun rapport avec la danse. Voilà. Et donc là, je me mets de dos. Pour vous dire, vraiment, qu'on a bien commencé l'année. Voilà. Commencer l'année par faire des grèves. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Fallait bien qu'on commence d'une façon un peu spéciale cette année 2023. Voilà. Pour moi, je vais vous laisser comme ça. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, d'être prévenu pour les prochaines vidéos que je vais mettre. D'autres sujets vont être abordés. Je vous prépare une vidéo intime comme font certains youtubeurs, mais là je le fais à ma façon parce que moi je suis pas archi connu comme certains, comme d'autres. Voilà, je vais me poser moi-même mes propres questions et je vous donne mes propres réponses à ma façon. Oui, ok, je touche. Pardon. Bah, donc prochaine vidéo, donc ça sera surtout ma nouvelle séquence, mon nouvel épisode de confession. Voilà. Toujours ici, dans mon appartement, parce que je trouve un décor, bien sûr, totalement neutre. Un mur blanc, quelques petits éléments de décoration pour ne pas être totalement dans le blanc. Ma carte de France, mon tableau blanc, mon petit globe terrestre, ma petite chaise qui tourne, ma petite étagère un peu bordélique. Finalement, je ne le cache pas, je cache juste l'écran de télé qui se cache juste derrière moi. Voilà. Et bien sûr, vous voyez pas trop ce qui je cache, sur mon canapé. Mon canapé qui claque, bien sûr, canapé marron, que vous connaissez bien.
Allez, faut que j'aille me coucher. Je mets cette vidéo en ligne demain pour le 1er février. C'est pour ça que je mettais mon gilet jaune, évidemment, pour la grève, que je ne le fais pas. Mais bon, n'oubliez pas qu'il reste encore quelques jours pour les soldes. Et moi, pour les soldes, j'ai acheté, donc c'est mon dernier achat, solde. Mon dernier achat de solde, donc, c'est magnifique petit pantoufle. Voilà. Voilà, c'est juste... Voilà. Pantoufle, j'ai acheté donc une paire de pantoufles, une paire de chaussettes, un boxer, un t-shirt, un pull, et c'est tout. Voilà. Je me fais mes petites soldes à moi parce que j'ai une grosse dépense à faire bientôt. Je vais peut-être en parler dans ma prochaine vidéo. Mon petit problème mécanique, tâche ménagère avec le lave-linge. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça sera pour la prochaine fois. Alors moi, je vous dis à plus tard. Bye bye.